Le lendemain, je pris congé des femmes et je continuai ma route, bien décidé à ne plus demander d'abri à aucun être humain. J'avais encore 70 roubles, en couchant dans les bois, en achetant que le pain strictement nécessaire à ma subsistance, j'espérais pouvoir arriver jusqu'à Vologda. Il y a dans les environs de cette ville beaucoup de fabriques de draps, de toiles à voile et des tanneries, où je pouvais trouver à gagner l'argent nécessaire pour arriver à la fin de mon voyage. Je marchais donc résolument, et Dieu seul sait ce que j'ai souffert pendant ces 4 mois d'un rude hiver. Quelquefois je sentais faiblir mon courage, je le ranimais en embrassant avec ferveur une croix en bois que je m'étais fabriquée avec mon couteau. Un soir, il neigeait, le froid était terrible, j'étais presque fou de fatigue, de froid, de misère, un besoin irrésistible d'avaler quelque chose de chaud s'empara de moi. Une soupe aux raves bien chaude m'eût paru un régal de Balthazar. Je courus, sous cette impression, vers une lumière qui m'apparaissait à quelques centaines de pas. J'arrivai devant une isboucha, petite isba, habitée par un jeune homme, sa femme et 2 enfants. J'appelai, on m'ouvrit. « Qui es-tu ? Que veux-tu ? Demanda le jeune homme. Je suis un voyageur égaré. J'ai froid, j'ai faim, donnez-moi quelque chose de chaud à avaler. Entre, que Dieu te bénisse. Mets-toi sur le banc, nous allons souper. Je tombai plutôt que je ne m'assis sur le banc devant lequel était la table chargée d'une terrine de soupe, un pot de bouillie épaisse au sarrasin et une cruche de boisson russe assez semblable au cidre. La jeune femme me regardait avec surprise et pitié, elle s'empressa de me servir de la soupe aux choux toute bouillante, j'avalai ma portion en un instant, je n'osais en redemander. Mes regards avides parlaient sans doute pour moi, car le jeune homme se mit à rire et me servit une seconde copieuse portion. « Mange, ami, mange. Si tu as peur des gendarmes, rassure-toi, nous ne te dénoncerons pas. » Je le remerciai des yeux et j'engloutis la seconde terrine. On me servit ensuite de la bouillie de sarrasin, j'en mangeai plusieurs fois, la boisson russe me donna des forces. Quand j'eus fini ce repas délicieux, je remerciai mes excellents hôtes et je me levai pour m'en aller. « Où vas-tu, frère ? dit le jeune homme. Dans les bois d'où je suis venu. Le jeune homme. Pourquoi ne restes-tu pas chez nous ? Ma femme et moi, nous prions d'accepter notre maison pour y passer la nuit. Je vous gênerai, vous n'avez qu'une chambre. Qu'importe. Tu nous apporteras la bénédiction de Dieu. Viens, faisons nos prières devant les images et repose-toi ensuite, tu es fatigué. J'acceptai avec un signe de croix, selon l'usage des paysans, et un merci, frère. Nous nous mîmes devant les images et nous commençâmes nos signes de croix et nos demi-prosternations. C'est en quoi consistent les prières des paysans russes. J'eus bien soin d'en faire autant que mes hôtes. Je m'étendis ensuite sur un banc, où je m'endormis profondément jusqu'au jour. Avant de quitter ces braves gens, j'acceptai encore un repas de soupe aux choux. On remplit mes poches de pain, ils ne voulurent pas recevoir l'argent que je leur offrais, et je me remis en route avec un nouveau courage. À la fin d'avril, j'arrivai près de Vologda. Je trouvai facilement du travail dans une tannerie située loin de la ville, et de toute habitation. J'y travaillai près d'1 mois, puis, je continuai mon voyage avec 50 roubles de plus dans ma poche. Je continuai à coucher dans les bois, j'eus le bonheur d'éviter toute rencontre de gendarmes et de soldats, comme j'avais évité les ours qui remplissent les forêts de l'Oural. Mon voyage devint de plus en plus périlleux à mesure que j'approchais du centre de la Russie. J'osais à peine acheter du pain pour soutenir ma misérable existence. Quand me trouvai près de Smolensk, dans les bois de votre excellent oncle, dont j'ignorais le séjour dans le pays, je n'avais rien pris depuis 2 jours et je n'avais plus un kopek pour acheter un morceau de pain. Il y avait près d'1 an que j'avais quitté Ekaterinensky-Zavod, 1 an que j'errais inquiet et tremblant, 1 an que je priais Dieu de terminer mes souffrances. Elles ont trouvé une heureuse fin, grâce à la généreuse hospitalité de votre bon oncle, grâce à votre bonté à tous, dont je garderai un souvenir reconnaissant jusqu'au dernier jour de mon existence. Bien raconté et bien terminé, mon pauvre Roman, dit le général en lui serrant les mains, vous nous avez tous fait frémir plus d'une fois d'indignation et de terreur. Ma nièce et Natacha ont encore des larmes dans les yeux, mais tout cela est du passé, Dieu merci. Et comme il faut vivre du présent et non du passé, je demande à entamer quelques comestibles, car je meurs de faim et de soif. Il y a 2 heures que nous vous écoutons. Ces heures ont passé bien vite, dit Natacha. Le général, souriant. Voyez-vous, la méchante. Elle trouve que vous n'en avez pas assez et que vous auriez dû subir d'autres tortures, d'autres malheurs, pour lui faire le plaisir de les entendre raconter. Natacha. Mon oncle, la faim vous fait oublier vos bons sentiments, sans quoi vous n'auriez pas fait une si malicieuse interprétation de mes paroles. Quand on s'arrêta, pour dîner, le secret du prince Roman fut révélé à ses anciens élèves et aux enfants de Derigny. Lui et sa femme savaient dès l'origine ce qu'était Monsieur Jackson. Alexandre et Michel regardaient avec une surprise mêlée de respect leur ancien gouverneur.
Ils ne dirent rien d'abord, puis ils s'approchèrent du prince, lui prirent les mains et les serrèrent contre leur cœur. Alexandre. Je suis bien fâché, c'est-à-dire bien content, que vous soyez le prince Pajarski, mon bon monsieur Jackson. Cela me fait bien de la peine. Non, je veux dire, que, ce sera bien triste, c'est-à-dire bien heureux pour nous, de ne plus vous voir. Pas pour nous, pour vous, je veux dire. Je vous aime tant. Le pauvre Alexandre, qui ne savait plus ce qu'il disait, éclata en sanglots, et se jeta dans les bras de son ex-gouverneur. Michel fit comme son frère. Le prince Roman les embrassa, les serra contre son cœur. Le prince. Mes chers enfants, vous resterez mes chers élèves, si votre mère et votre oncle veulent bien me garder. Pourquoi me renverrait-on, si tout le monde est content de moi? Alexandre. Comment? Vous voudriez, vous seriez assez bon pour rester avec nous, quoique vous soyez prince? Le prince. Et. Mon Dieu, oui. Un pauvre prince sans le sou, qui sera assez bon pour vivre heureux au milieu d'excellents amis, si toutefois ses amis veulent bien le lui permettre. Madame d'Abrevine lui serra la main en le remerciant affectueusement de la preuve d'amitié qu'il leur donnait. Le général l'embrassa à l'étouffer, Natacha le remerciait du bonheur de ses frères. Jacques et Paul restaient à l'écart. Et vous, mes bons enfants, leur dit le prince en les embrassant, je veux aussi vous conserver comme élèves, je serai encore votre maître et toujours votre ami. C'est toi, mon petit Paul, qui m'as trouvé le premier. Paul. Je me le rappelle bien. Vous aviez l'air si malheureux. Cela me faisait de la peine. Jacques. J'ai bien pensé que vous vous étiez sauvé de quelque prison. Vous aviez si peur qu'on ne vous dénonçât. Le prince. L'as-tu dit à quelqu'un? Jacques. À personne. Jamais. Je savais bien que cela pourrait vous faire du mal. Le général. Brave enfant. Tu auras la récompense de ta charitable discrétion. Jacques. Je n'en veux pas d'autre que votre amitié à tous. Le général. Tu l'as et tu l'auras, mon brave garçon. Le général, qui n'oubliait jamais les repas, appela Dérigny pour commander un bon dîner et du bon vin qu'on boirait à la santé de Roman et de tous les Sibériens. Le dîner fut excellent et fort gai, on but les santés des absents et des présents. Le général calcula que le lendemain devait être le jour de la prise de possession de Gromilines par le prince Negrinsky. Ils s'amusèrent beaucoup du désappointement et de la colère que devait éprouver madame Papovski. Natacha seule la plaignit et trouva la punition trop forte. Le général. Tu oublies donc, Natacha, qu'elle voulait nous dénoncer tous et nous faire tous envoyer en Sibérie? Elle n'aura d'autre punition que de retourner dans ses terres, qu'elle n'aurait pas dû quitter, et de ne pas avoir ma fortune, qu'elle ne devait pas avoir. Natacha. C'est vrai, mon oncle, mais nous sommes si heureux, tous réunis, que cela fait peine de penser à son chagrin. Le général. Chagrin. Dis donc fureur, rage. Elle n'a que ce qu'elle mérite, crois-moi. Prions pour elle, afin que Dieu ne lui envoie pas une punition plus terrible que celle que je lui inflige. Le voyage continua gaiement, on passa quelques jours dans chaque ville un peu importante qu'on devait traverser. À la fin de juin on arriva aux ODMS, le général voulut absolument les faire prendre à madame d'Abrevine, dont la santé était loin d'être satisfaisante. La jeunesse fit des excursions amusantes dans les montagnes et dans les environs d'EMS. Le général voulut un jour les accompagner pour escalader les montagnes qui dominent la ville. Mon général, permettez-vous que je vous accompagne, dit Dérigny. Le général. Pourquoi, mon ami? Croyez-vous que je ne puisse pas marcher seul? Dérigny. Pas du tout, mon général, mais si vous aviez besoin d'un aide pour grimper de rocher en rocher, je serais là, très heureux de vous offrir mon bras. Le général. Vous croyez donc que je resterai perché sur un rocher, sans pouvoir ni monter ni descendre? Dérigny. Non, mon général, mais il vaut toujours mieux être plusieurs pour ce genre de promenade. Le général. Ne serons-nous pas plusieurs, puisque nous y allons tous? Dérigny. C'est vrai, mon général, mais je serai plus tranquille si vous me permettez de vous suivre. Le général. Je vois où vous voulez en venir, mon bon ami. Vous voudriez me faire rester à la maison ou sur la promenade? Eh bien, non, la maison m'ennuie, la promenade des eaux m'ennuie, je veux respirer l'air pur des montagnes et je les accompagnerai. L'air inquiet de Dérigny fit rire le général et l'attendrit en même temps. Venez avec nous, mon ami, venez, nous grimperons ensemble, vous allez voir que je suis plus leste que je n'en ai l'air.
Le général fit une demi-pirouette, chancela et se retint au bras de Derigny, qui sourit. Vous triomphez, parce que mon pied a accroché une pierre. Mais, vous me verrez à l'œuvre. Allons, en avant. À l'assaut. Les 4 enfants partirent en courant. Natacha aurait bien voulu les suivre, mais elle avait 16 ans, il fallait bien donner quelque chose à son titre de jeune personne. Elle soupira et elle resta près de son oncle, qui marchait de toute la vitesse de ses jambes de 64 ans. Le prince Roman et Derigny marchaient près de lui. Quand on arriva au sentier étroit et rocailleux que se perdait dans les montagnes, le général poussa Natacha devant lui. « Va, mon enfant, rejoindre tes frères et les petits Derigny qui grimpent comme des écureuils. Il n'y a personne ici, et tu peux courir tant que tu veux. Moi, je vais escalader tout cela à mon aise, sans me presser. » Le général commença son ascension, lentement, péniblement. Il n'était pas à moitié de la montagne, qu'il demandait si l'on était bientôt au sommet. Roman précédait le général de quelques pas, lui donnant la main dans les passages les plus difficiles. Derigny suivait de près, le poussant par moments, sous prétexte de s'accrocher à lui pour ne pas tomber. « C'est ça. Appuyez-vous sur moi, Derigny. Tenez ferme, pour ne pas rouler dans les rochers, criait le général, enchanté de lui servir d'appui. Vous voyez que je ne suis pas encore si lourd ni si vieux, puisque c'est moi que vous aide à monter. » Les enfants étaient déjà au sommet, poussant des cris de joie et appelant les retardataires, le pauvre général suait à faire pitié. « Ce n'est pas étonnant, disait-il, je remorque Derigny, qui a encore plus chaud que moi. » C'est que Derigny avait fort à faire en se mettant à la remorque du général, qu'il poussait de toute la force de ses bras. C'était un poids de 250 livres qu'il lui fallait monter par une pente raide, hérissée de rochers, bordée de trous remplis de ronces et d'épines. Roman l'aidait de son mieux, mais le général y mettait de l'amour-propre. Soutenu par Derigny, qu'il croyait soutenir, il refusait l'aide que lui offrait tantôt Roman, tantôt Natacha. Enfin, on arriva en haut du plateau. La vue était magnifique, les enfants battaient des mains et couraient de côté et d'autre. Le général triomphait et regardait fièrement Derigny, dont le visage inondé de sueur témoignait du travail qu'il avait accompli. Mais le triomphe du général fut calme et silencieux. Il ne pouvait parler, tant sa poitrine était oppressée par ses longs efforts. Natacha et Roman contemplaient aussi en silence le magnifique aspect de cette vallée, couronnée de bois et de rochers, animée par la ville d'Éhémès et par le ruisseau serpentant bordé de prairies et d'arbustes. « Que cette vue est belle et charmante, dit Natacha. Et que de pensées terribles du passé et souriantes pour l'avenir elle fait naître en moi, dit Roman. Et quel diable de chemin pour y arriver, dit le général. Voyez Derigny. Il n'en peut plus. Sans moi, il ne serait jamais arrivé. Il fait bon ici, ajouta-t-il. Derigny et moi, nous allons nous reposer sur cette herbe si fraîche, pendant que vous continuerez à parcourir le plateau. Le général s'assit par terre et fit signe à Derigny d'en faire autant. Le général aurait bien volontiers fait un petit somme, mais l'amour-propre le tint éveillé. Il eût fallu avouer que la montée était trop forte pour lui, et il voulait accompagner les jeunes gens dans d'autres expéditions difficiles. Au moment où le temps commençait à lui paraître long, il entendit, puis il vit accourir la bande joyeuse. « Mon oncle, je vous apporte des rafraîchissements, » dit Natacha en s'asseyant près de lui et lui présentant une grande feuille remplie de mûres. « Goûtez, mon oncle, goûtez comme c'est bon. » Le général goûta, approuva le goût de sa nièce, et continua à goûter, jusqu'à ce qu'il eût tout mangé. Derigny s'était levé en voyant arriver Natacha, le prince Roman et les enfants. Jacques et Paul avaient aussi fait leur petite provision. Ils l'offrirent à leur père, qui goûta ces mûres et les trouva excellentes, mais il n'en mangea qu'une dizaine. « Encore, encore, papa !» s'écrièrent ses enfants, « c'est pour vous que nous avons cueilli tout ça. » Derigny. « Non, mes chers amis, j'ai eu très chaud, et je me ferais mal si j'avalais tant de rafraîchissant. Gardez le reste pour votre dîner ou mangez-le, comme vous voudrez. » Jacques. « Nous le garderons pour maman. » Derigny. « C'est une bonne idée et qui lui fera plaisir. » Le général. Derigny, Derigny. Nous nous remettons en route pour descendre dans la vallée. Prenez bien garde de tomber, tenez-vous au basque de mon habit comme en montant, je vous retiendrai si vous glissez. Derigny. Très bien, mon général. Je vous remercie. Natacha le regarda d'un air surpris. Derigny, réprimant un sourire. C'est que, mademoiselle, le général m'a aidé à gravir la montagne, c'est pourquoi. Natacha, très surprise. Mon oncle vous a aidé? C'est lui qui vous a aidé. Derigny, riant tout à fait.
Demandez plutôt au général, mademoiselle, il vous le dira bien. Le général, se frottant les mains. Certainement, Natacha, certainement. Sans moi, il ne serait jamais arrivé. Tu vas voir à la descente, ce sera la même chose. Natacha regardait toujours Derigny, comme pour demander une explication. Il lui fit signe en riant que ce serait pour plus tard. Natacha commença à deviner et sourit. Partons, dit le général. Les enfants en avant, Natacha aussi, Romane devant moi, pour être au centre de la ligne, Derigny derrière moi, pour ne pas tomber et pour se retenir à moi. Les enfants s'élancèrent en avant. La descente était difficile, escarpée, glissante, les pierres roulaient sous les pieds, les rochers formaient des marches élevées, des trous, semblables à des précipices bordaient le sentier. Chacun s'appuya sur son bâton et marcha bravement en avant. Les garçons descendaient tantôt courant, tantôt glissant et ne furent pas longtemps à atteindre le bas de la montagne. Natacha descendait d'un pied sûr, sautant parfois, glissant sur les talons, s'accroupissant par moments, mais ne s'arrêtant jamais. Romane aurait fait comme elle, s'il n'avait été inquiet des allures désordonnées du général, qui trébuchait, qui sautait sans le vouloir, qui glissait malgré lui, qui serait tombé à chaque pas, si Derigny, fidèle à sa recommandation, ne l'eût tenu fortement par les basques de sa redingote. « Tenez-vous ferme, mon pauvre Derigny, criait le général, ne me ménagez pas, je vous soutiendrai bien, allez. Le pauvre général butait, gémissait, maudissait les montagnes et les rochers. Derigny suait à grosses gouttes, il lui fallait prêter une extrême attention au mouvement du général pour ne pas le tirer mal à propos et pour ne pas le lâcher, le laisser buter et tomber sur le nez. À moitié chemin, la descente devenait plus raide et plus rocailleuse encore, le général buta si souvent, Derigny tira si fort, que le dernier bouton de la redingote sauta, le général en reçut une saccade qui manqua le jeter sur le nez. Le pauvre général fit 3 ou 4 bonds prodigieux de rocher en rocher, glissa, tomba et roula au fond d'un trou heureusement peu profond, mais bien garni de ronces et d'épines. Pour comble d'infortune, un renard, réfugié au fond de ce trou, se trouva trop serré entre les ronces et le général, et voulut se frayer un passage aux dépens des chairs déjà meurtries de son bourreau involontaire. Les dents aiguës du renard firent pousser au général des cris lamentables. Romane revint sur ses pas en courant, Derigny s'était déjà élancé dans le trou pour aider le général à en sortir. Ses mains rencontrèrent les dents du renard, ne sachant à quel animal il avait affaire, mais comprenant la détresse du malheureux général, il enfonça son bras dans les épines, saisit quelque chose qu'il tira à lui, malgré la résistance qu'on lui opposait et, après quelques efforts vigoureux, amena le renard. Le tuer était long et inutile, il le saisit à bras-le-corps et le lança hors du trou. L'animal disparut en une seconde, et Derigny put alors donner tous ses soins au général. Il le releva et chercha à lui faire remonter le côté le moins escarpé du trou. Effort inutile, le général grimpait, retombait, se hissait encore, mais sans jamais pouvoir atteindre la main que lui tendait Romane. « Romane, mon enfant, je n'en peux plus, je reste ici, le renard y a demeuré, pourquoi n'y demeurerais-je pas ? Seulement, comme je suis moins sobre que le renard, je te demande de vouloir bien courir à l'hôtel et de me faire apporter et descendre dans ce trou un bon dîner, du vin, un matelas, un oreiller et une couverture, et autant pour Derigny, qui est la cause de mon changement de domicile. » Derigny. Mon général, je vais vous avoir un petit repas et les moyens de revenir à l'hôtel. Le prince Romane voudra bien vous tenir compagnie en mon absence. Le général. Tu es fou, mon pauvre camarade de prison, comment sortiras-tu d'ici ? Derigny. Ce ne sera pas difficile, mon général, dans 1 heure je suis de retour. Derigny bondit plutôt qu'il ne courut jusqu'au bas de la montagne, où il trouva Natacha et les enfants, auquel il expliqua en peu de mots la position critique de leur oncle. Il continua sa course vers l'hôtel, où il trouva promptement une corde, du pâté et une bouteille de vin, et reprit le chemin de la montagne avec des hommes et une chaise à porteur. Quand ils arrivèrent au trou qui contenait le malheureux touriste, Derigny eut de la peine à arriver jusqu'à lui. Les bords étaient occupés par Romane, Natacha et les 4 garçons, qui faisaient la conversation avec le général. Derigny descendit les provisions, que le général reçut avec joie et fit disparaître avec empressement. Romane dirigea le sauvetage, pendant que Derigny aidait le général à grimper les échelons, soutenu par une corde que Derigny lui avait nouée autour du corps. Les hommes tiraient par en haut, Derigny poussait par en bas, rien ne cassa, fort heureusement, et le général arriva jusqu'en haut suivi de son fidèle serviteur. Chacun félicita, embrassa le général. Derigny avait fait apporter un chariot, dans laquelle on plaça le général, qui ne fit aucune résistance, les dents du renard ayant fait des brèches trop considérables aux vêtements qui avaient porté sur la tête de l'animal. L'agilité que Derigny avait déployée en sortant du trou, la facilité avec laquelle il avait descendu et remonté la montagne, ouvrirent les yeux du général. Il comprit tout, la montée comme la descente, et n'en parla que dans le tête-à-tête du soir avec son ami Derigny.
Depuis ce jour, il ne proposa plus d'accompagner les jeunes gens dans leurs excursions. Madame d'Erigny le remplaça près de Natacha, comme par le passé, et le général tint compagnie à sa nièce, Madame d'Abrevine, dans ses tranquilles promenades en voiture.